fort. Fait que c'est ça, on accueille Émilie Nantel. Avant de commencer, je veux juste vous dire que l'événement va durer environ 1 heure. On va jaser environ 45-50 minutes. Puis à la fin, on va garder un petit 10 minutes. Là, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. C'est bon, c'est parti. Fait que à la fin, on va garder un genre de 10 minutes de questions, si vous en avez. Puis, après ça, on va avoir le plaisir de garder Émilie avec nous. Vous allez pouvoir acheter son roman si votre curiosité a été piquée. Puis, vous pourrez aussi poursuivre la discussion avec Émilie. Sinon, il faut que je me présente, je m'appelle Marie-Noël. Si vous êtes des habitudes sincères, vous m'avez sûrement déjà vu. Je travaille comme barista, puis je m'occupe également de la librairie ici. Fait que c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer la discussion avec Émilie. Salut Émilie, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ben, merci d'être venue, ça nous fait full plaisir que tu sois avec nous. J'ai préparé une petite bio pour que vous connaissiez un peu plus Émilie. Donc, Émilie a écrit ce premier roman ici en 2019, dont le titre est Open, A Tale of Love, Mermaids, Bases and Creepy Dudes. Puis, à part avoir pondu ce roman, Émilie, tu fais de la traduction? De moins en moins. De moins en moins, ok. Tu écris des fanfictions? Oui. Puis, tu offres aussi des lectures de runes, right? Oui. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi, des lectures de runes? Oui. Ouais, je savais que tu savais c'est quoi, mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Parce que moi, je savais pas en tout c'était quoi avant de lire ça. Ben, dans le fond, ça ressemble, c'est similaire au tarot, mais à place d'avoir des cartes, tu as des petites pierres avec l'alphabet runique dessus. C'est un alphabet nordique ou genre scandinave. Puis chacune des runes a une signification que tu peux interpréter de façon similaire aux cartes du tarot. Puis moi, je m'en sers plus de façon comme introspective que genre pour prédire le futur. Là. Je pense pas que je suis une diseuse de bonne aventure, mais genre, je m'en sers comme outil d'introspection. Ok, nice, très nice. On va commencer maintenant à parler de ton livre. L'entrevue va se faire en 2 sections. Premièrement, on va parler du livre, puis ensuite, on va parler de toi en tant qu'autrice. Donc, première question. Comment tu décrirais Open à une personne qui ne l'a pas encore vu? Open, c'est une comédie romantique polyamoureuse queer. C'est l'histoire de Amy, qui est une fille dans la vingtaine, qui est dans une relation ouverte. Puis elle fait des rencontres, elle navigue la dating scene genre de Montréal. Puis au fil de ces rencontres, elle tombe en amour avec un bassiste. Mais tomber en amour, ça ne faisait pas partie du deal qu'elle avait avec son partenaire principal. Donc il faut revoir la relation, tout ça. Puis au fil de ça, ils vont découvrir le polyamour. Moi, j'ai lu le roman, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture feel good. Puis aussi, sans parler trop de ma vie personnelle, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu les relations ouvertes ou le polyamour personnellement. J'ai trouvé ça vraiment nice de voir comment c'était mis en scène, puis le travail de communication qui existe entre les partenaires, puis comment ça évoluait. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. À qui dirais-tu que ton livre s'adresse? Mon livre s'adresse surtout à, je dirais, la communauté queer, mais principalement les gens dans la mi-vingtaine, à l'époque où est-ce que tu te cherches, tout ça, puis je dirais probablement un public plus féminin ou pas cis-masculin. Quand je l'écrivais à l'époque, dans ma tête, je le décrivais comme de la chick lit pour unconventional chicks. Ouais. Ok, parfait. Est-ce que tu voudrais nous lire un extrait de Open, juste pour donner une idée? Puis c'est un livre en anglais, là, comme vous l'avez sûrement imaginé. Il n'a pas encore été traduit, mais j'ai un ami qui travaille sur la traduction. Ah. Je vais lire un extrait du chapitre 33. C'est un petit peu, c'est à mi-chemin dans le roman.
Puis, à ce moment-là, on est en... Amy, le personnage principal, est en Gaspésie avec sa gang d'amis, dans un chalet. Flames dance before my eyes, but I don't see them. Chatter rises around me, but I don't hear it. I can't pay any attention to my friends or the campfire. My entire brain is busy reliving last night. Slow motion shots of Mary's best moves. Her moans, her breaths replaying in a loop, hair rising on the nape of my neck all over again. I grip my bottle of beer tight, its cold, hard surface a stark contrast to the phantom of her warm skin my mind has conjured up all day. A sharp elbow in my ribs brutally pulls me out of my reverie. I blinked the mermaid's smile out of my eyes and turned to Mitch with a pointed, "Ow!" She gives me an apologetic smile. "Wanna go for a swim?" Alex is already completely naked, standing defiantly in a crumpled pile of clothes. "Skinny dipping, actually," she corrects. "I never agreed to that," Georgie pipes up. Alex doesn't try to hide. She just stands there at the edge of the sea, her slender form provocative and unapologetic. Her skin is pale under the moonlight, creamy white striking against the pitch black of her tattoos, dark as the sky behind her. In my mind, every bump and dip of her skin blends together with Marie's. A ballet of tattooed limbs fills my head, pink and blue hair tangled together. Last year and last night blending into a highly volatile, highly dangerous temptation. I strain my eyes on my beer label, reading Blanche de Chambly, bière sur lit, 5%, over and over until the images fade away. I hear a big splash, followed by cheers, so I finally allow myself to look. Alex dives under the waves and kicks her legs, the rest of her invisible under the dark mirror of the sea. I gathered a few shreds of self-control that didn't leave me when Alex stripped and joined the others standing at the edge of the tide. "It's good," Alex calls to us. "Come on." Her stare drills straight into my eyes. I swear she just asked me to have sex right there and then. Under her toxic gaze, I nod like in some kind of trance. A second later, she's laughing with the others who are all in different states of undress. Mitch nudges me in the ribs and I don't get what is happening. "Are you coming?" I snap out of it and see Corey and Georgie already in the sea in their underwear. Mitch is standing in front of me in a blue bra and red blue boxers. Alex joins me on the shore, an eyebrow raised in a "what's wrong with you" way, paired with a smirk that says, "I know exactly what's up with you." I quickly try to look as though nothing's going on. I kick off my shoes, pointedly avoiding Alex's gaze. I pull my dress over my head, leaving it on the rock behind me. Her stare is heavy on me as she grabs a beer from the case. I'm standing right in front of her in nothing but old panties and a mismatched bra, and her eyes are boring into me. I stare straight ahead at the guys in the sea. If I so much as look at her, there's no telling what kind of delicious mistake we'll make. I run towards the waves, giving Mitch a playful nudge as I swim by her. We swim and kid around for a while. On the surface, I'm having fun, but deep down, I'm stuck in a whirlwind of what ifs and what could happen and should I's. The battle is as good as lost as Alex drains her beer and waves back towards us. Yeah, merci. C'est vraiment bien écrit, puis je trouve que c'est quand même un passage caractéristique du livre parce qu'il y a quand même plusieurs scènes coquines. Au fil du livre, là, ça arrive quand même souvent ce genre de ce type de passage-là, mais t'abordes aussi des thématiques vraiment plus profondes à travers tout ça, fait que ça donne un bel équilibre, c'est vraiment bien fait. Merci beaucoup. Ensuite, prochaine question. Dans ton livre, il y a vraiment une belle représentation de la communauté LGBTQI2+. J'ai oublié le lettre. 2S+. Mais il n'y a pas de... 2S, je suis vraiment désolée. Ça pour toi, est-ce que c'est important de mettre ça de l'avant? Oui, c'est vraiment important pour moi. J'ai commencé à écrire ce livre-là en 2013. Ça fait 10 ans. Maintenant, on est quand même assez chanceux d'avoir beaucoup plus de représentation sur les tablettes des libraires et tout ça. Mais à l'époque, il n'y en avait vraiment pas tant que ça. Puis encore moins de la représentation polyamoureuse. Donc pour moi, c'était vraiment super important. Puis, tu sais, c'est ma réalité. Moi, je suis une femme bisexuelle. Mes amis sont queer. La plupart de mes amis sont queer. Donc, c'était vraiment important
d'avoir pas juste tu sais, comme un personnage gay comme surrounded by streets. Juste, c'était vraiment important pour moi d'avoir une gang, tu sais, une queer found family. Une famille choisie, queer, c'était important pour moi. C'est ça, on a des personnages bisexuels, homosexuels, asexuels. Oui, trans. Il y a quelques amis hétéros. Il y a comme une token straight. Ouais, c'est ça. L'ami straight. Mais il y en a pas toutes. Peut-être. Puis il y en a une avec qui les relations deviennent super difficiles Ouais. parce que justement, pas dans la même réalité, il y a des jugements qui arrivent. Fait que c'est bien aussi de parler de cette relation. Je vais être honnête, tu l'as lu plus récemment que moi. Oui, ben oui, c'est sûr. OK. Ensuite, comment s'est passé ton processus d'écriture pour Open? Tu dis que tu as commencé à l'écrire il y a quand même un bout. Fait que comment ça s'est passé? Ben dans le fond, c'est le premier roman que j'ai écrit. Avant, comme on disait, j'écrivais de la fanfiction beaucoup. Puis, quand j'étais petite, c'était mon rêve de devenir autrice. Mais genre, j'ai comme rangé ce petit rêve-là dans mon tiroir parce que c'est comme les gens ne deviennent pas auteurs. Ça arrive juste aux autres. Puis là, j'écrivais de la fanfiction. J'ai commencé à affiner ma plume, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'en ai écrit une que je trouvais qui était particulièrement bien réussie. Puis, mon partenaire, il l'a lu, puis il m'a dit, comme c'est meilleur que du stock qui est publié traditionnellement. Fait que ça m'a donné l'idée que peut-être que je serais capable d'écrire un livre pour vrai. Donc, j'ai commencé à écrire ça. Ça a été quand même long au début parce que je le faisais vraiment comme en tant que hobby, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé en 2013. Je l'ai publié en 2019. Je pense que je l'ai terminé de l'écrire en 2018. C'était un processus quand même long parce que j'ai appris à écrire un livre en écrivant ce livre-là. Puis, après ça, je me suis auto-publiée. Je pense que je m'en vais d'avance avec tes questions. Non, c'est bien correct, continue. Dans le fond, mon but, c'était de le faire publier traditionnellement. Puis, le livre est en anglais, je visais le marché américain. C'est un peu plus compliqué que le marché d'édition québécois. Sur le marché américain, ça te prend un agent pour pouvoir soumettre ton roman à une maison d'édition. Tu peux rarement envoyer en tant que particulier ton roman à une maison d'édition. Donc, je me cherchais un agent, puis à l'époque, la liste même d'agents qui prenaient des romans queer polyamoureux était très, très petite. Donc, j'ai fait le tour assez rapidement. La plupart des gens disent que ça te prend au moins 100 refus avant d'avoir un oui. Puis, j'avais pas 100 personnes sur ma liste. J'avais une quinzaine d'agents qui étaient potentiels. J'ai eu seulement des refus, donc je me suis dit, pour moi, c'était vraiment important que ce livre-là existe dans le jour. Fait que je me suis dit que j'allais l'auto-publier. Fait que ça, en soi, c'est quand même un processus difficile. Genre, l'auto-publication, c'est simple, n'importe qui peut prendre un manuscrit, le mettre sur Amazon, dire que ça coûte 99 cents. Mais c'est vraiment faire un vrai livre qui a un bon cover. J'aimerais shout out ma cover designer qui s'appelle Cass Fontaine. Son ad sur Instagram, c'est Hey Cass Hey. C'est un artiste incroyable. Ça fait quoi, 4 ans que je l'ai publié, puis je suis obsédée par ce cover-là. Mais tu sais, comme le fait de trouver un cover, de faire copie éditer, de faire comme corriger le livre, tout ça, de s'assurer que ce soit le meilleur produit que ça peut être. Puis ensuite, faire du marketing, j'ai tout fait ça moi-même. C'est un processus qui est très difficile. Donc, je me suis auto-publiée. C'est pas une solution magique selon moi, mais au moins mon livre existe. Donc, je suis fière que mon livre existe. Puis c'est ça. Donc, ce processus-là m'a pris de 2013 à 2019 jusqu'à temps que le livre soit en papier dans mes mains. Comme c'était une autopublication, est-ce que tu l'as fait lire à des proches? Comment tu as fait pour le publier et te dire, OK, c'est le meilleur résultat que je peux mettre de l'avant en ce moment? Je l'ai fait lire, j'ai plusieurs versions de ce roman-là. J'ai fait lire la version, je dirais probablement la 3 à, je pense, 2 amis. Puis, avec leurs commentaires, je l'ai réécrit. J'ai fait lire la version 4 à ces 2 amis-là, plus 2 autres amis. Puis après ça, je l'ai retravaillé encore, jusqu'à temps que je sois bien satisfaite du résultat.
t'étais stressée de faire lire ça à des proches? Ouais. Sûrement. Oui, c'est stressant. Puis surtout que, ben, tu sais, ça, c'est mon premier roman. C'est quelque chose qui est quand même assez proche de mon cœur. Puis tout ça, tu sais, comme, on va en parler tantôt, mais genre, je suis en train d'écrire un deuxième roman qui est vraiment moins ma réalité. Puis tout ça. Donc ça, j'avais vraiment l'impression de donner comme une petite partie de mon âme à des amis, puis de dire comme critique-moi. Ouais. Parfait. Puis, dernière petite question à propos de ça. Est-ce que durant le processus d'écriture, tu as eu des doutes où tu te disais genre, non, fuck off, je vais pas publier ce livre-là, ou tu étais quand même sûre de toi, puis tu savais que tu voulais comme mettre ça au monde? Ben, j'ai toujours su que je voulais le mettre au monde, mais comme évidemment que j'ai eu des doutes, puis que j'étais comme, c'est sûr que ça marchera jamais, il n'y a jamais personne qui va vouloir lire ce livre-là, etc. Quand j'ai eu mes refus d'agent, j'avais un, genre, tu sais, comme dream agent, que c'était vraiment lui, que, tu sais, comme, mettons, sa wish list de ce qu'il voulait représenter, c'était ça. Puis il m'a donné un refus, puis j'étais comme, ça y est, c'est fini. Oui, c'est ça. Je vais m'en aller dans une autre branche. Puis, donc c'est ça, mais tu sais, je suis passée par-dessus, puis on a un beau produit final. Ouais. Pourquoi tu as choisi le titre Open? C'est une décision qui date de plusieurs années, je me souviens pas vraiment. Mais tu sais, c'est le open relationship. Ça doit être surtout ça. Pour vrai, je m'en souviens pas, c'est bien sûr. Vraiment, j'ai choisi ce titre-là en comme 2016. Là, Non, mais make sense, c'est pas correct. C'est ça, Tale of Love, Mermaids, Bassist and Creepy Dudes. Les mermaids sont métaphoriques, mais tout le reste, la mermaid, les bassistes et les Creepy Dudes sont tous des personnes avec qui elle va avoir des relations. Malheureusement pour les Creepy Dudes. Donc oui, je pense que c'était... Mais si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent écrire des livres et choisir des titres, c'est un titre beaucoup trop long. Faites-vous pas ça. Puis pourquoi tu as décidé de publier en anglais? Tantôt, tu as dit que tu voulais te faire publier aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, ben, j'écris en anglais parce que c'est plus facile pour moi. J'ai appris à écrire des fanfictions en anglais sur Internet dans des fandoms anglophones. Puis en français, j'ai beaucoup de la misère à me situer, à trouver ma voix sur le spectrum entre Victor Hugo et Michel Tremblay. Je ne sais pas où je me situe là-dedans. C'est soit trop formel, soit trop habitant, mettons. Puis j'ai vraiment de la misère à écrire en français, mais ça fait partie de mes projets de sortir de ma zone de confort, puis de cerner cette voix-là. Très cool. C'était ma prochaine question. Si tu voulais publier en français un jour, fait que c'est un projet. Mais je ne sais pas si j'ai le projet de publier en français, mais j'ai au moins le projet d'essayer d'écrire en français. J'ai lu Une femme extraordinaire de Catherine Etier, puis la voix m'a parlé vraiment beaucoup. Puis évidemment, je peux copier la voix de Catherine Etier, mais je trouve qu'elle a bien cerné le... Puis je l'ai aussi écouté en livre audio. C'est sa voix, c'est la voix de Catherine Etier, puis sa voix est vraiment bonne. Puis j'aimerais être capable de faire ce qu'elle fait. Parfait. On est rendu maintenant à la deuxième partie de la discussion où on va parler de toi. Quand l'écriture est rentrée dans ta vie? Mais j'étais une lectrice à un très jeune âge. Puis quand j'étais ado, j'étais très très fan de, ben, tu sais, pré-ado, j'étais très fan de les romans de Anne au Pignon Vert, puis Le Club des Babysitters, puis Émilie de la Nouvelle Lune. Puis dans tout ça, il y a des personnages qui écrivent. Anne au Pignon Vert, elle écrit vraiment beaucoup. Émilie de la Nouvelle Lune écrivait des poèmes. Puis dans Le Club des Babysitters, Mallory ou Marjorie dans la traduction française voulait devenir autrice. Puis, mon Dieu, quand j'étais petite, j'essayais d'écrire des affaires. Puis là, c'était des grands poèmes lyriques comme les personnages dans les livres. Puis tout ça. J'étais comme, je vais devenir écrivaine. C'était mon grand rêve. Puis là, comme je dis tantôt, j'ai rangé ce rêve-là de côté parce que je pensais pas que c'était réaliste, mais c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Puis après ça, quand j'ai trouvé les fandoms, puis comme que j'ai appris que les fanfictions existaient, je me suis mis à écrire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis j'ai vraiment affiné ma plume de cette façon-là, puis ma voix, j'ai vraiment trouvé ma voix en écrivant des fanfictions. Nice, fait que c'est pas arrivé comme ça, un peu par hasard dans ta vie, ça a toujours été là.
Puis justement, qu'est-ce que représente l'écriture pour toi? Mais c'est comme un peu un exutoire, une thérapie, puis tu sais, c'est un outlet créatif, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup de la thérapie pour moi parce que dans ce livre-là, il y a genre les problèmes que je dealais avec en 2015, puis dans le livre que je suis en train d'écrire, il y a les problèmes que je dealais avec en 2020. Puis je me rends pas compte, tu sais, j'écris mes affaires, ah, c'est super bon narrativement, tout ça. Puis après ça, je m'arrête, puis je suis comme, ben là, de call out, tu sais, come on, là, genre, j'ai mis tous mes sentiments sur la page sans m'en rendre compte, là, puis ça m'aide aussi à passer au travers de ces trucs-là. Ça, c'est comme, je struggle plus avec les choses que je strugglais comme en 2015 quand j'écrivais ça. OK, puis justement, je ne l'ai pas demandé tantôt, mais ce livre-là, c'est une fiction. Oui. Mais, tu sais, j'imagine, c'est ça, il y a une grosse part de toi là-dedans. Ouais. Fait, c'est ça. Je dirais que la prémisse est un peu similaire à des choses que j'ai vécues dans ma vie. Il y a certains trucs qui reviennent, qui sont un peu tirés de ma vie. On va pas dire les creepy dudes, mais on va dire les creepy dudes. Mais sinon, tu sais, toute la trame narrative, ça c'est super romancé. Ça c'est pas de l'autofiction, c'est pas une biographie. Tout ça ne m'est pas arrivé. OK, parfait. Donc, on est quand même dans une fiction. Tantôt, on a parlé de Catherine Etier. Est-ce que tu as des auteurs, autrices qui t'ont marqué dans ta vie ou que tu aimes vraiment en ce moment et que tu aimerais nous faire découvrir? Ben, j'ai mentionné tantôt Anne Opinion Vert. L'autrice Lucy Maud Montgomery a vraiment, genre, je dirais, formé comme toute ma vie. Je sais pas si j'aime Anne Opinion Vert parce que je relate au personnage principal ou parce que ce personnage-là a formé ma personnalité. Comme, genre, je les ai lus à toutes les années de comme 11 à 18 ans. Puis depuis, je les ai relus au moins 3 ou 4 fois. Puis plus je les lis, plus je découvre des affaires. Tu sais, en vieillissant, je comprends des choses nouvelles dans les livres. Puis je suis comme, c'est ma personnalité, voyons! Fait que cette autrice-là, elle m'a vraiment influencée dans ma vie. Sinon, des auteurs plus récents que j'aime beaucoup, je lis beaucoup de young adult, de livres pour adolescents queer. J'aime vraiment beaucoup Sophie Gonzalez, qui a écrit Only Mostly Devastated, Perfect on Paper, puis If This Gets Out. J'aime beaucoup Eric Smith, il n'est pas queer, mais il écrit beaucoup de romans straight, mais de façon vraiment super sweet. Ses personnages masculins ne sont pas toxiques. Il a écrit Don't Read the Comments, puis je le vois dans ma tête. You Can Go Your Own Way. Puis sinon, j'aime beaucoup Benjamin Alire Science, qui a écrit Aristotle and Dante Discovers the Secret of the Universe, qui est un coming of age romance entre deux garçons adolescents dans les années 80. Je pense que c'est au Nouveau-Mexique. C'est magnifique, c'est super touchant, c'est des garçons latinos, c'est vraiment des bons livres. Puis l'univers queer young adult en ce moment est juste en train d'exploser. Il y a des nouveaux livres comme tous les mois. Je peux pas keep up. Mais oui. OK. Puis est-ce que tu lis surtout de la fiction? Oui. Beaucoup? Oui. Puis est-ce que tu lis surtout en anglais? Oui. Aussi? Oui. Le dernier livre en français que j'ai lu, c'est Catherine Etier, puis avant ça, ça fait des années. OK. Comment tu te sens par rapport au fait de porter le titre d'autrice queer? Je te pose cette question-là parce que dernièrement, j'ai vu une entrevue avec une artiste autochtone. Puis elle mentionnait que, bien évidemment, elle était super fière d'être une artiste autochtone, mais des fois, elle aimerait juste être considérée comme une artiste, point. Puis elle espère qu'un jour, ça va en venir à ça. Est-ce que tu réussis à créer juste pour le fait de créer ou tu sens qu'il y a une responsabilité ou un devoir particulier que toi tu as? Ben, en fait, je suis fière d'être une autrice queer. Je pense pas que je suis arrivée, mettons, au bout de ma création queer. Puis, tu sais, s'il y a un comme
devoir de genre représentation, quoi que ce soit, c'est un devoir qui vient dans moi parce que c'est ça ma réalité. Puis j'ai déjà dit que j'allais jamais écrire un personnage principal qui allait pas être bisexuel. Ça peut peut-être changer, mais comme à ce moment-là, c'est ça que j'ai comme idée, c'est des personnages bisexuels. Puis c'est parce que c'est ça ma réalité. Puis oui, ben je comprends. Je veux pas dire qu'elle n'a pas raison de se sentir comme ça. Je comprends d'où elle vient avec ça, mais moi, je suis vraiment fière d'être une autrice queer. C'est ça que je suis. Puis j'ai pas envie de créer des trucs pas queer. Mais c'est sûr que ce serait le fun d'arriver à un monde où est-ce que les choses n'ont pas besoin d'être labeled queer parce que c'est partout. Je sais pas nécessairement ce livre-là il est straight, ce livre-là est queer parce qu'il y a du monde queer et du monde straight dans tout. Merci, je Tantôt, j'ai oublié de te demander, quand tu as écrit ton livre, est-ce que tu pensais au public en faisant, est-ce que tu pensais à la réception qu'il allait recevoir ou non? Tu étais vraiment juste dans ton monde, tu le faisais pour toi, puis un jour tu t'es dit, ah ben, ça va être publié. Je pense que je pensais définitivement à, pas nécessairement à un public, mais à des trucs que j'étais genre, oh ça c'est, tu sais, il n'y a pas assez de livres qui traitent de ça ou qui représentent telle affaire ou il y a trop souvent telle genre misconception dans les livres ou quoi que ce soit, c'est important de faire de la place pour telle affaire. Fait que j'écrivais de cette façon-là, mais pas nécessairement avec un public que je voyais dans ma tête. OK, puis est-ce que tu as l'impression que ton livre s'est rendu en public? Est-ce que tu as reçu des commentaires? Est-ce que... Ben, en ce moment, j'ai vendu en bas de 200 copies depuis 2019, ce qui est vraiment bon pour moi, pour une autrice auto-publiée qui, avec la pandémie, s'est tannée de faire du marketing. Tous mes livres, je les vends genre comme en face à face, quand je vais dans des événements, quand je parle à quelqu'un, puis je dis mon livre, c'est telle affaire. Mais tu sais, c'est bien rare que je reçois une vente qui vient de nulle part sur Internet. Mais c'est des ventes qui sont précieuses pour moi parce que c'est des gens qui, face à face, me disent « je me reconnais là-dedans ». Ça me permet de voir que genre c'est des lecteurs qui sont genre des vraies personnes, puis pas juste une petite transaction de 99 cents d'Amazon qui passe genre dans la boîte de réception. Fait que je dis pas que mon livre a eu un impact parce que comme 200 personnes en ont entendu parler, mais je dis qu'il a trouvé des personnes qui, je pense, avaient besoin de ce livre-là. Puis moi, ça me fait vraiment du bien parce que j'ai besoin de savoir que ça résonne avec les gens. Puis déjà, juste de voir comme qu'il y a tous ces gens-là qui m'écoutent parler, puis je suis comme, vous êtes ici, genre! Fait que c'est comme, ah, c'est vrai, tu sais. Parce que ça file des fois pas vrai quand t'es tout seul chez vous, puis t'écris, puis surtout quand tu t'auto-publies, puis t'es juste comme, je l'ai mis sur Internet, puis advienne que pourra, tu sais. Ah oui, c'est ça, c'est complètement malade, là. Genre, t'écris ça tout seul chez toi, oui. Puis un jour, tu sais qu'une personne que tu ne connais pas, qui n'est pas genre ton ami, le lit, genre, exactement. Quelqu'un sur Internet m'envoie un petit message qui me dit « Veux-tu venir faire un brunch littéraire dans mon café? » Et j'étais comme « Quoi? De l'intérêt? » Donc oui, c'est juste incroyable d'être ici, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Puis, est-ce que tu as reçu des commentaires par rapport à ton livre? Parce que là, tu sais, quand tu vois les gens qui achètent ton livre, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné des feedbacks? Ben, comme je l'ai fait tantôt. Oui. Ben, dans ceux que j'ai mentionnés qui avaient lu mon livre avant qu'il soit publié, j'ai une de mes amies qui est queer et polyamoureuse qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle se voyait dans un de ses livres. J'ai braillé. Comme, c'était tellement beau de se faire dire ça, c'est vraiment le fun. Puis récemment, au début du mois à Montréal, il y avait le salon du livre queer de fierté littéraire. C'est vraiment le fun d'être là parce que les gens qui sont là, ils sont queer, ils sont intéressés par la littérature queer. Puis les gens qui arrêtaient à la table, il y a vraiment beaucoup plus de gens qu'avant qui s'arrêtent et font comme « Ah oui, je suis polyamoureux » ou j'essaie genre un couple ouvert, quoi que ce soit. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis là, ils s'arrêtent, ils sont comme « Ah, c'est super intéressant ». Puis là, ils achetaient mon livre. Fait que je vois l'évolution de ça. Je pense que c'est parce que je suis tellement avant mon temps. Non, mais c'est parce que justement, quand j'essayais de le faire publier, il y avait très peu
il y avait très peu, mettons, d'agents qui cherchaient ça, tout ça. Puis là, en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver un agent pour mon second roman. Puis il n'est pas polyamoureux, mais je vois dans les wishlists des agents, il y en a beaucoup plus qu'avant qui cherchent des trucs polyamoureux. Puis je suis genre, j'étais juste comme, j'aurais pu attendre une couple d'années, j'aurais pas été obligée de le publier. Mais il y avait besoin de sortir. Mais c'est ça, fait que c'est le fun de voir l'évolution de ça, de à quel point les gens le découvrent à différents moments, tout ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Tu dis que tu es en train de chercher un éditeur pour ton prochain livre. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain livre? Oui, je peux vous en parler un petit peu. C'est comme je dis, je lis beaucoup de young adult, de romans pour adolescents. C'est un roman young adult. C'est une jeune fille bisexuelle qui se rend compte qu'elle a le pouvoir de voyager dans le temps à travers ses selfies. Puis à travers ça, je vais toucher au thème des conséquences, des choix difficiles, de comme si tu peux revenir en arrière, tu le fais-tu, puis aussi mais tu sais, elle va se mettre à cacher beaucoup de choses, tout ça, parce qu'elle peut revenir en arrière et effacer des affaires, parce que c'est pas passé, fait que ça compte pas. Fait que ouais, c'est intéressant, tu sais, c'est beaucoup plus loin de ma réalité. Oui, c'est une jeune fille bisexuelle, mais tu sais, j'ai pas le pouvoir de travailler, de voyager dans le temps, parce que non, c'est pas ça qui me touche. Puis aussi, être en amour avec sa meilleure amie straight, on sait pas, point d'interrogation, peut-être pas. Mais elle a encore une famille choisie d'amis queer autour d'elle. Parfait. Est-ce que bon, j'imagine que tu as aimé écrire ce livre-là, est-ce que tu préfères écrire un livre qui est plus loin de ta réalité, genre plus de fiction, mettons, ou tu as aimé mieux faire ce livre-là? Je sais que tu étais à des périodes différentes de ta vie, mais... Premièrement, celui-là, par la fin, je commençais avec année, ça faisait vraiment plusieurs années que je travaillais dessus. Le deuxième, premièrement, j'ai eu le privilège de pouvoir quitter ma job de jour. Fait que je suis maintenant autrice à temps plein. Donc, ça me prend beaucoup moins de temps à écrire, parce que je n'écris pas juste dans mes temps libres. Donc, j'ai pas encore eu le temps de me tanner du deuxième livre. Celui-là, j'ai eu le temps de me tanner un petit peu. Puis, donc, je suis encore bien excitée pour ce roman-là. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Mais c'est le fun d'écrire quelque chose de plus loin de moi. Tu sais, comme, du time travel, tu sais, j'ai l'impression que ça me prend plus d'imagination, puis tout. Puis, j'avais un point, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Si jamais il revient, tu me feras un signe. Sinon, c'est pas grave. Puis, là, tu disais que tu cherchais un éditeur. Est-ce que tu rêves d'être publié par un éditeur ou si jamais ça ne marche pas, est-ce que tu vas encore être publié? J'ai trouvé le processus d'autopublication assez ardu. Je ne suis pas une fille de marketing. Donc, c'était quand même assez difficile de tout faire ça, puis tout ça. Mon rêve, c'est quand même d'avoir un roman publié traditionnellement, qui se retrouve sur les tablettes des libraires, qui se retrouve sur les tablettes des bibliothèques. Un livre qui a un livre audio, un livre qui a toutes ces choses-là qu'un roman publié traditionnellement a. Donc, c'est sûr que ce serait vraiment mon rêve de réussir à avoir un agent, puis un livre, puis un film. Non, là, on rêve en couleur, mais mon deuxième livre, je le trouve très cinématographique. Quand je l'écris, je vois les films pour ados Netflix récents avec une petite trame sonore un peu queer, je vois ça dans ma tête, genre, tu sais, comme avec un petit house party, genre très, très film d'ado récent, genre un peu comme, tu sais, Heartstopper, puis trucs comme ça, j'imaginais ça dans ma tête. Fait qu'on peut rêver. Écoute, je te souhaite d'avoir une télésérie un jour. On pourrait dire qu'on t'a eu au brunch littéraire au CSA quand t'étais en 2023. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets artistiques ou non artistiques en ce moment? Mais moi, je fais beaucoup de broderie. Mais je fais ça c'est mon hobby que je ne monétise pas. Je ne vends pas de broderie, rien. Parce qu'au début, tu sais, pendant la pandémie, j'avais comme mon shop dans lequel j'essayais de vendre mon livre, j'essayais de vendre des tirages aux runes.
J'essayais de vendre des baguettes magiques que je gossais dans du bois. J'essayais comme de vendre plein d'affaires. J'étais tout le temps en train d'essayer de me marketer. Puis j'étais épuisée, puis c'était lourd, puis c'était long, puis il n'y avait rien qui sortait. Fait que j'ai décidé que j'avais besoin de faire quelque chose de comme un outlet créatif, que c'était juste pour moi, puis que j'avais pas besoin d'avoir du engagement, puis des views, puis tout, puis de penser à ça. Fait que je fais de la broderie, j'adore ça. Je mets mes photos sur Instagram, mais je les vends pas. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait tellement du bien, c'est tranquille. Ok, mais mettons qu'on veut en acheter, on peut-tu ou non, genre, Il faudrait qu'on s'arrange, mais tu sais, comme, c'est pas dans mes priorités que je mets du temps là-dessus. C'est pas ton but. C'est tranquille. Ouais, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment d'avoir important. un petit quelque C'est chose. tellement précieux. As-tu un rêve d'écrivaine? On a parlé un peu tantôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mettons, pour ton prochain livre ou pour le futur? Ben, comme tu sais, dans un monde idéal, là, moi, j'ai pas envie d'être comme, tu sais, une autrice célèbre, genre que comme tout le monde connaît son nom, mais j'aimerais ça vendre assez de livres pour pouvoir m'acheter une maison. Okay. Parce que là, comme, genre, on est un foyer avec un seul revenu, puis moi, j'écris à temps plein, mais ça ne rapporte pas vraiment d'argent. Mais avec plus, si moi j'avais un revenu, on aurait une maison. Fait que je veux vendre assez de livres pour acheter une maison. C'est juste ça mon rêve. J'ai pas besoin d'être connu, juste avoir une maison. C'est très, très legit. Parce que ça a l'air épuisant d'être connu. Ouais. Pression, puis là, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, puis là, les gens, ils vont trouver tes words, puis là, tu vas être cancel. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients à être connu. Fait que le sweet spot entre se payer une maison et être connu. Tu sais, mettons, comme si quelqu'un fait une liste de comme les meilleurs livres queer de l'année, genre c'est une liste de 20 livres, je suis comme le numéro 17, les gens ils suggèrent ce livre-là, comme quand ils parlent entre gens, mais comme si tu dis mon nom à comme ta mère, elle connaît pas mon nom. Parfait, j'aime ça. Ok, moi j'ai oublié ma question. Oh non! J'en avais une autre, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, ça arrive. Là, il est 45. On peut continuer un peu. Le crochet est tombé. On peut continuer un peu. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Hey, on a une question. Sur quoi t'écrivais de la fanfiction? Oh boy! Ah, ça c'est une petite can of worms. J'ai commencé dans le fandom de Harry Potter. Je ne supporte pas les views de J.K. Rowling. Cancellé. Fait que j'ai commencé dans ce fandom-là. Je me suis lancée dans une couple d'autres affaires. Ah! Glee. mais la fameuse fanfiction que j'ai écrite qui était très bonne puis que mon partenaire m'a dit qu'il serait capable de publier, c'était une fanfiction de Glee. J'ai eu d'autres fandoms que je ne souhaite pas disclose. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que la longueur des fanfictions était similaire à un livre ou ça a été un ajustement de justement aller dans un livre que ça devait être plus long à écrire? J'ai toujours écrit des fanfictions assez courtes, des one-shots en bas de comme 10 000 mots. Fait que c'est vraiment un ajustement. J'écris toujours de façon trop concise. Ce livre-là fait 85 000 mots. Mon livre actuel, il en fait 61 000, puis on m'a dit que c'est trop court. J'écris vraiment de façon trop concise. J'ai tendance, mais tu sais, je veux dire, c'est des choses que je fixe quand j'édite mes livres. Évidemment, le livre n'est pas comme ça, mais j'ai tendance à passer vite sur les événements, puis oublier de les décrire, puis comme c'est dans ma tête, fait que j'ai pas besoin de les décrire parce que moi je sais c'est comment, puis il y a quelqu'un qui arrive qui lit, qui fait comme ça fait pas de sens. Je suis comme ah, je l'ai pas élaboré, hein. Fait que oui, c'est difficile d'écrire long pour moi, genre. Mais j'ai jamais non plus écrit de. Ben, j'en ai écrit quelques-unes, mais des short stories, là, des histoires courtes qui ne sont pas de la fanfiction, c'est pas ma spécialité non plus. Parce que dans une short story, dans une nouvelle, il faut que tu établisses tout ton world building puis tes personnages, puis que tu fasses une histoire puis que tu la ficelles facilement. Tandis que dans une fanfiction, le world building puis les personnages sont déjà là, les gens savent de qui tu parles. Fait que t'as pas besoin de rien établir avant de rentrer dans l'action. Ouais, j'ai écrit quelques short stories qui sont en fait
des prequels, des ajouts à Open qui sont disponibles sur mon site gratuitement. Nice, bon à savoir. Cynthia, tu avais une question? Oui. Donc, tu disais là, que tu es en train de regarder pour faire publier ton deuxième livre, dans le fond, puis que les wishlists des agents ont changé. Oui. Est-ce que tu soumettrais ce livre-là en sachant que ça a changé? La plupart des agents n'acceptent pas des livres qui ont été previously publiés, même si ça a été auto-publié. Ce qui pourrait se passer, c'est que si je trouvais un agent pour le deuxième, puis qui me disait on aimerait publier traditionnellement celui-là, ça pourrait se faire. Ça a déjà été fait. Je pense à des livres comme je pense que 50 Shades of Grey avait été autopublié avant d'avoir été repris par une maison d'édition traditionnelle. The Martian, ils ont fait un film avec, c'était autopublié à la base. C'est quelque chose qui se peut, mais la plupart des agents ne veulent pas vraiment travailler avec ça, parce que souvent, ce que les agents veulent, c'est genre la nouveauté, genre the next big thing. S'il est déjà publié, les gens en ont déjà entendu parler, même si tu n'as pas été de vente ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment quelque chose de... C'est probablement que celui-là va rester autopublié, puis c'est correct aussi. Puis vu que les wishlists des agents ont changé, est-ce que tu aimerais ça réécrire, mettons, sur les relations ouvertes puis le polyamour? Ou comme dans ta tête, t'aimerais ça comme écrire sur d'autres choses? Je ne veux pas trop rentrer dans ma vie personnelle, mais comme ma vie a comme un peu changé. Et je dirais que je relate beaucoup moins à ce roman-là que je relatais comme en 2015. Donc, je pense pas que c'est encore ma réalité que je pourrais toucher. Ceci dit, je suis encore... la philosophie, même si je ne le pratique pas, la philosophie du polyamour est encore super importante pour moi. Puis je trouve que... genre, la monogamie, c'est trop mainstream. Tu sais, comme, je suis d'accord que le polyamour n'est pas bon pour tout le monde, mais qu'on devrait en parler de façon mainstream. Donc, je pense pas écrire encore du point de vue de quelqu'un qui est polyamoureux, mais genre, mes romans sont pas nécessairement, genre, tous les personnages ne sont pas monogames, comme dans le sens que tous les personnages ne sont pas nécessairement straight. C'est plus dans ce sens-là, dans le sens que c'est une réalité qui existe dans le monde, mais je relate plus nécessairement, donc c'est plus nécessairement le personnage principal. Ok, parfait. On peut parler un peu de ton livre. Tantôt, tu as parlé de la famille choisie, famille de sang, famille choisie. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux encore mettre de l'avant dans tes prochains livres, la famille choisie? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire vraiment toujours beaucoup dans tout ce que je lis, dans tout ce que je regarde, tout ça. Quand t'as comme une gang de personnes qui se ramassent ensemble, puis que genre, tu sais, c'est... Excusez-moi. Que tu vois qu'ils s'aiment d'amour, tout ça, puis c'est une gang un peu de misfits, puis tout ça. Ça vient tout le temps me chercher. Fait que c'est sûr que la plupart de mes personnages vont probablement toujours avoir une famille choisie, même s'ils ne sont pas nécessairement détachés de leur famille de sang. Comme Amy ici s'entend très bien avec sa famille de sang, mais elle a aussi une famille choisie. En fait, ça c'est justement un truc, je trouve qu'il y a beaucoup dans les livres, puis les films, tout ça, il y a souvent, les gens ont rarement des familles nucléaires complètes. Souvent, comme si tu veux être un héros, il faut qu'un de tes parents soit mort. Tu peux pas sauver le monde si t'es pas un orphelin. Moi, j'ai la chance et le privilège d'avoir 2 parents en vie, pas divorcés, qui s'aiment et qui m'aiment. Donc, j'ai tendance à avoir des familles comme ça de sang supportive parce que je trouve que souvent dans les livres, ils n'ont pas de support system. Ils ont un support system, mais pas nécessairement de leur famille de sang. Puis, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ça parce que c'est ça ma réalité. Mais souvent, mettons, quand tu écris des livres pour ados, c'est pratique que les parents soient pas dans le portrait. Parce que sinon, tu peux pas sauver le monde si ta mère elle te donne un couvre-feu. Fait que je comprends pourquoi c'est là. Puis, je veux dire, les gens qui ont des familles plus difficiles, c'est pas qu'il y ait de la représentation. Mais moi, j'aime bien avoir aussi la représentation de familles. Je trouve que ça fait aussi du bien d'avoir des familles qui sont supportives, tout ça. Dans mon deuxième roman, le personnage principal a deux papas gays. Ils sont donc, je les aime tellement.
C'est bon, super. Moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Fait que je veux vous remercier full d'avoir été présente. Merci tellement, Émilie, d'avoir été là. Merci tellement de m'avoir reçu, de m'avoir écouté. C'est le fun de vous voir, puis genre, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis je veux vous dire que vous pouvez retrouver Émilie sur les internets. Fait que dans le fond, tu as ton site web emilynantel.com. J'ai vu que tu avais Instagram, Facebook au nom de M Nantel. Twitter aussi, mais. Twitter, OK. Puis sur ton site web, on peut faire des dons pour t'aider justement dans ton projet de éventuellement t'acheter une maison. Et surtout pouvoir écrire à temps plein parce que c'est quand même précieux. J'ai une dernière question finalement. Tantôt tu disais que tu étais autrice à temps plein. C'est quoi tes sources de revenus? Je sais pas si tu veux répondre à ça. Mon partenaire, il y a un bon salaire qui nous permet de vivre les deux sur son salaire. Je suis très chanceuse. OK. Puis est-ce que tu reçois des fois des dons ou Ça fait quand même très longtemps. Je pense que j'en ai reçu quelques-unes quand j'ai set up mon Ko-fi. C'est un site K-O-F-I, que le principe c'est comme de payer un café à la personne, mais comme tu sais, quelqu'un t'envoie comme 3 piastres, 6 $, puis ils sont comme va te chercher un café, puis tu sais, c'est cute là. Fait que quand je l'ai set up et que je l'ai advertisé, j'ai eu comme quelques dons, c'était le fun. Mais c'est pas quelque chose que je market activement. C'est apprécié si ça arrive, mais j'avais oublié qu'il y avait ça sur mon site en fait. Puis est-ce que tu reçois des sous des fois pour des fanfictions? J'en ai déjà eu, je pense 2 fois. C'est un peu touché parce que les fanfictions, vu que c'est du matériel qui appartient à quelqu'un d'autre, si tu fais de l'argent là-dessus, tu peux avoir des problèmes de copyright et tout ça. Donc souvent, tu peux pas poster tes fanfictions nulle part. OK. Moi, je suis sur Archive of Our Own, qui est une organisation qui est comme vraiment bien bonne, que c'est une organisation à but non lucratif qui host les fanfictions, puis qui offre du soutien légal si tu es dans le trouble à cause de tes fanfictions. Parce que par le passé, des auteurs tels que Anne Rice, tout ça, poursuivaient des auteurs de fanfiction en faisant t'as pas le droit d'écrire ça, tout ça. Donc, Archive of Our Own protège les auteurs, mais ne peut pas protéger les auteurs si tu fais de l'argent avec ça. Parce que tu n'as pas le droit de faire de l'argent avec ça, mais tu as le droit d'écrire de la fanfiction gratuitement. Fait que si tu écris de la fanfiction pour de l'argent, là, tu peux être dans le trouble légalement, puis Archive of Our Own ne peut pas te protéger. OK, je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, mais make sense. Bon, là, c'était officiellement ma dernière question. C'est ça. Merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas que Émilie reste avec nous juste après. Fait que si jamais vous voulez vous procurer son livre, c'est possible de le faire. Si vous voulez aussi poursuivre la discussion, peut-être que vous avez d'autres questions pour Émilie. Je sais que tu vas rester avec nous un petit bout. Oui. Mon roman, on le vend en livre électronique à 3 $ et en livre papier à 18 $. Je peux signer les copies papier, puis ça va être mon charmant Bobby qui va s'occuper des transactions. Puis vous pouvez venir me jaser. On va passer un petit bout ici. Si vous voulez une copie signée d'Émilie, qui aura peut-être un jour une série télé, c'est là que ça se passe. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci.